Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test, cette première vidéo de cette nouvelle série. Deux vidéos de test d'une semaine avec des téléphones que je n'ai pas pu vous faire en test avant. Aujourd'hui, premier téléphone de la série que vous avez choisi dans le premier sondage qui était l'Asus Zenfone 3. Alors pour mettre un petit peu en contexte cet achat en 2016, ça commence déjà à remonter à ce point-là, je l'avais acheté suite à mon test sur l'Asus Zenfone 2 qui est d'ailleurs toujours l'une de mes vidéos les plus populaires sur ma chaîne et la vidéo la plus longue d'1h57. L'Asus Zenfone 2 avait pas mal surpris parce que Asus ne venait de près de nulle part au niveau des téléphones et le Zenfone 2 était particulièrement intéressant avec un rapport performance-prix plutôt agressif. Et l'utilisation d'un processeur Intel Atom sur un téléphone avait aussi surpris parce que c'était, il me semble, l'une des premières fois depuis longtemps qu'Intel était mis en avant sur le secteur des mobiles avec un processeur qui soit assez performant et sur un téléphone pas mal vendu. Je l'avais également acheté ce Zenfone 3 pour en faire une comparaison avec son concurrent direct qui était le Honor 8. Sauf que le Honor 8, le souci, c'est que je l'ai revendu depuis, donc il n'y aura pas de comparaison à faire. Si je peux vous en dire quelques mots, c'était aussi un très bon téléphone, un peu faible en autonomie, il était autour des 4h, 4h30, alors que celui-ci propose plus d'autonomie, mais il était plus puissant, l'appareil photo était tout aussi bon, donc le Honor 8 était aussi un bon téléphone milieu de gamme, parce qu'on était sur 300-400 euros, donc on est sur du milieu de gamme bien placé. Donc voilà, ce Zenfone 3 prend la suite du Zenfone 2, tout en étant beaucoup moins plastique. Celui-ci maintenant avait un dos en verre et un design avec les rebords métalliques, alors que le Zenfone 2 était très plastique. Qu'est-ce que je peux en dire de ce téléphone avec le regard contemporain de 2020? C'est ce dont on va se parler dans les prochaines minutes. Tout d'abord, pour vous rappeler quelques specs du Zenfone 3, donc ici c'est le modèle ZE552KL, donc c'est le modèle 5,5 pouces, parce qu'il y avait aussi un modèle 5,2 pouces, si je me souviens bien. C'est un téléphone donc avec un écran 5,5 pouces, 1080p, IPS LCD, donc avec une densité pixels de 420 pixels par pouce, tout à fait idéal. L'appareil photo dorsal est de 16 mégapixels avec couverture f2.0, l'appareil photo frontal 8 mégapixels avec une ouverture elle aussi f2.0. Le SoC était un Snapdragon 625, il disposait de 4 Go de RAM et de 64 Go de NAND flash EMCP, donc si j'ai bien compris la différence, parce que j'ai fait quelques recherches dessus, j'avais pas fait gaffe à ce petit détail, la différence entre une puce EMCP et une puce eMMC, c'est que le stockage et la RAM sont sur la même puce, donc c'est une manière d'intégrer tout sur une seule puce. L'extension du stockage était possible par carte micro SD, la batterie de 3000 mAh n'était pas amovible parce que le dos était collé. Ce téléphone dispose de touches système sensitive, ce qui n'est quasiment plus du tout utilisé aujourd'hui au profit des touches tactiles sur l'écran qui peuvent se rétracter. Et le port de charge et de synchronisation était déjà un port USB type C. C'était le début de cette tendance où les téléphones milieu de gamme commençaient à adopter l'USB type C. Faisons un tour du propriétaire de ce téléphone. Alors comme vous pouvez le voir déjà à l'avant allumé, nous avons un écran de 5,5 pouces Full HD IPS qui peut monter jusqu'à plus de 600 lux quand j'ai fait ma mesure, donc un écran qui sera assez lumineux pour l'utilisation en plein soleil. Juste au-dessus, vous avez l'écouteur d'appel, le capteur de luminosité et de proximité et la caméra frontale. En dessous de l'écran, vous pourrez retrouver des touches sensitives, donc quelque chose qu'on retrouve plus du tout de nos jours sur les téléphones Android, une touche retour, une touche home et une touche multitâche. En dessous du téléphone, on retrouve ces deux lignes en plastique qui permettent d'aider à la transmission pour la 3G, 4G et pour le GPS et le Bluetooth. Nous avons le micro primaire, le port de synchronisation USB type C et l'unique haut-parleur de ce téléphone. À droite, nous avons deux boutons, le bouton d'alimentation on-off et le bouton volume plus et volume moins. Comme vous pouvez voir, ils sont un peu texturés comme à l'arrière avec le même motif. Et vous pouvez voir que celui-ci, le bouton volume plus, volume moins, a pris un petit coup. Je vous avoue que je ne me souviens pas quand c'est arrivé, mais ils ne sont donc pas invincible. Au-dessus du téléphone, nous avons la prise jack, donc ce téléphone gagne des points gratuits rien que pour ça. Le micro secondaire et, encore une fois, deux petites lignes pour aider au passage des ondes de 3G, 4G, Bluetooth et GPS. À gauche, nous ne retrouvons pas grand chose, si ce n'est ici le petit emplacement pour introduire l'outil d'éjection pour le tiroir carte SIM et carte micro SD. Ce téléphone acceptant aussi deux cartes SIM en sacrifiant le port micro SD. À l'arrière, en plus de cet effet spectaculaire qui s'agit avec la lumière et l'angle d'inclinaison, vous pouvez remarquer le capteur photo principal, le flash double ton, ou d'ailleurs même triple ton, le télémètre laser pour aider la mise au point de l'appareil, et le capteur empreinte digitale. Et bien évidemment, le capteur d'empreinte sur toute la glace de l'arrière, parce que bien évidemment l'arrière est un aimant à empreinte. Et en bas, je trouve de manière pas trop voyante, nous avons le logo Asus. On a pu aimer ne pas du tout le voir, mais bon, il faut bien rappeler la marque aussi. Donc voilà pour ce petit tour du propriétaire de l'Asus Zenfone 3. Au niveau du design et de sa solidité, je vais commencer par retirer la coque qui l'aura accueilli pendant tout le temps que j'ai utilisé. Comme vous pouvez voir, la coque aura bien servi parce que elle aura subi quand même pas mal d'usure et elle a même subi un petit décrochage sur son coin très récemment. Je l'avais aussi utilisé un petit peu sur sa coque et
La prise en main était bonne, l'arrière, à cause du fait qu'il soit en verre, était plutôt lisse, mais le contour métallique aide à faire en sorte qu'on puisse bien l'agripper et qu'il ne glisse pas trop. Et même l'arrière en verre n'était pas parmi les plus lisses que j'avais pu voir, donc c'était plutôt décent. L'appareil photo protubérant à l'arrière par contre était un point faible, parce que je pense qu'en cas de chute sans coque, ça plus l'arrière en verre, je pense que ça peut mener à des dégâts irréversibles. Donc rien que ces deux facteurs, je pense que ça oblige à l'achat d'une coque, celle que j'ai utilisée pendant un long moment, parce que je l'ai donc depuis 2016, ne m'a jamais posé souci, puisqu'en fait il suffit de l'installer en deux parties. Donc on avait la partie ici en caoutchouc et la partie en dur derrière. Donc pour l'avoir fait tomber plusieurs fois celui-là, comme très souvent involontairement avec mes doigts tout glissant, et ben il n'y a eu aucun souci, il a résisté jusque-là. Puisque j'ai utilisé avec une coque et un protège-écran, je n'ai pas de commentaire à faire sur la dégradation du téléphone avec le temps, puisque je ne l'ai pas testé sur ce point. Si la couleur or que vous voyez ici vous tape un peu trop dans l'œil, sachez qu'une version bleu marine et une version blanche existaient également. En comparaison avec le Zenfone 2, ce Zenfone 3 avait un design beaucoup plus soigné, parce que le Zenfone 2 était clairement très plastique et sur un prix plus agressif, puisqu'il y avait quasiment entre 50 et 100 euros de différence au prix de lancement. On était plutôt sur 349 euros ou 299 euros pour l'Asus Zenfone 2 ZE 551 ml, alors que sur ce Zenfone 3 ZE 552KL, on était sur 399 euros en prix de lancement. Donc on était un peu monté en gamme et ça s'était ressenti dans le prix. Donc voilà, sur le design et la solidité, vraiment pas de soucis particuliers. L'usage des boutons ici sensitifs, le fait de l'avoir retrouvé, ça m'a beaucoup plu parce que c'est quelque chose sur lequel j'étais pas mal fan par le passé et que j'ai eu un peu de peine à voir disparaître avec les années pour le profit des boutons tactiles directement dans l'interface Android. On peut clairement regretter le fait qu'il y ait des bordures beaucoup plus importantes que les standards de maintenant. Celle-ci est plutôt obligatoire pour les boutons en bas et si c'est pour y accueillir les boutons, je n'ai aucun souci à avoir une bordure en bas. Les bordures sur les côtés étaient plutôt décentes et la bordure en haut aurait pu bien évidemment être un peu réduite. Mais bon, en 2016, on était encore au début de ses pensées sur l'arrivée des écrans 18/9 et de la réduction des bordures. Du côté de l'écran et du son, on a face à nous un très bel écran 1080p IPS de 5,5 pouces, donc 401 pixels par pouce, c'est tout à fait idéal pour le visionnage de contenu, qu'il soit texte ou vidéo. C'était un standard à cette époque, avant la transition vers les affichages 18/9. La calibration des couleurs n'est pas choquante à l'œil et elle est reconfigurable si elle vous dérange dans la surcouche d'Asus en allant dans les paramètres, dans l'affichage, couleur d'écran, et l'utilitaire qu'on vous propose est le même que celui sur Asus Zenfone 2, donc les possesseurs du téléphone précédent ne seront pas perdus, et c'est un petit outil simple mais efficace. Le petit contour noir entre l'écran et les bordures latérales, qui comme je vous l'ai dit sont assez petites, elles, est remarquable et c'est toujours un peu dommage d'avoir ce genre de détails, on aurait préféré ne pas du tout avoir cette petite bordure noire. Rien à redire sur la sensibilité de l'écran, je n'ai eu aucun problème au moment de taper du texte dessus. Nous étions sur une taille d'écran plutôt standard pour un téléphone sorti avant l'émergence du standard 18/9 et étant habitué à des très grands écrans, puisque j'ai utilisé les Mi Max 2 et 3 en majorité sur ces 2 dernières années, ce Zenfone me paraît quasiment petit en comparaison. Cependant, j'ai apprécié l'utiliser pour consulter tout type de contenu, texte et vidéo. La luminosité maximale de ce téléphone est plutôt bonne, puisqu'elle culmine selon ma sonde à 635 lux sur une mesure au centre de l'écran, et combiné à une vitre qui ne fait pas trop de reflets, vous n'aurez aucun souci à consulter votre téléphone en plein soleil en extérieur. L'appréciation est plutôt similaire pour la luminosité minimale, il n'y a pas de souci, elle descend jusqu'à 5 lux en mesure au centre de l'écran. La lecture tard le soir, proche de son lit, produira donc moins de douleur que certains écrans qui eux culminent à 10, 15 ou 20 lux au minimum. Au niveau du son, rien à redire du son par la prise jack, la puissance est plus que suffisante et la clarté est très bonne. Le haut-parleur, on va l'écouter juste après sur plusieurs petites musiques, il est correct et il dispose d'une fonctionnalité logicielle supplémentaire qui s'appelle le mode extérieur. Alors vous pouvez à peine le voir ici parce que il faut qu'il refasse l'exposition, voilà, mode extérieur en bas qui est désactivé. Cet ajout logiciel est assez facile à décrire parce qu'en fait, il prend toute l'énergie dédiée aux basses pour les affecter aux aigus. Donc dans les faits, le son est plus fort, mais il n'est juste pas beau. Donc je me demande en réalité quelle est l'utilité de cette fonctionnalité. C'est peut-être pour faire écouter un contenu au milieu de la foule. Bref, je sais pas vraiment. Mais pour un haut-parleur simple qui n'est pas assisté par le haut-parleur d'appel, donc on est sur un haut-parleur qui ne sort que par ici, la qualité elle est correcte mais pas transcendante. Pareil au moment de l'utiliser pour sa fonctionnalité principale que sont les appels, ce téléphone je n'ai eu aucun souci avec son écouteur en haut. Enfin pour l'utilisation du son en Bluetooth, que ce soit avec un casque ou avec une enceinte, je n'ai eu aussi aucun souci, le signal est très stable malgré le fait que ce téléphone soit en métal, ça c'est un problème que j'avais rencontré avec plusieurs téléphones. En métal, c'est que, bon, notamment les téléphones no-name chinois, hein, c'est que des fois le métal devait laisser absolument rien passer et j'avais des signaux Bluetooth et Wi-Fi complètement ridicules, voire complètement instables. Mais sur celui-ci, aucun problème, je n'ai eu aucun mal à utiliser mon casque et mon enceinte Bluetooth. Et on va terminer cette partie avec quelques exemples de sons.
pattes en plastique qui retiennent la deuxième barrette de RAM est cassée, donc ça me conforte d'autant plus dans l'idée que l'utilisateur précédent a dû vouloir upgrader son ordinateur et en mettant la deuxième. Au niveau connectivité, encore aujourd'hui ce téléphone reste très complet. Il dispose du Wi-Fi AC 5 GHz, avec un niveau de débit qui n'est pas parmi les meilleurs, mais qui suffit amplement pour tous les usages. Voilà, pour vous donner une idée de ce que j'avais fait comme test, on était sur du 158 mégabits seconde en descendant et 87 mégabits seconde en ascendant. Donc on n'est clairement pas parmi les meilleurs, mais je n'ai jamais eu aucun souci à consulter des vidéos ou des contenus sur internet ou même pour du téléchargement. Il dispose du Bluetooth 4.2 qui fonctionne sans instabilité comme je l'ai dit précédemment. Le GPS propose une position assez précise et assez rapidement. Là nous sommes à l'intérieur dans une pièce avec fenêtre fermée, porte fermée et en 5-10 secondes nous avons un fixe qui continue à descendre progressivement. Ce chiffre serait sûrement encore meilleur si j'étais en extérieur. Là, je suis clairement complètement enfermé à l'intérieur. La connexion USB type C, elle supporte l'ODG, ce qui me permet de pouvoir connecter mon Samsung T5 dès que je veux accéder rapidement à un fichier qui est dessus. Cependant, nous n'avons ni lampe infrarouge ni NFC sur ce téléphone. Donc le lampe infrarouge, c'est pratique pour guider sa télé quand on n'a plus de télécommande, ce qui peut m'arriver assez souvent. Et le NFC pour tout ce qui va être paiement sans contact, mais je ne l'utilise pas personnellement. Le partage de connexion 4G fonctionne sans souci et le débit est proche, je suis remarqué directement sur le téléphone. Donc j'ai pu m'en servir sans souci, ça a bien marché. Et en parlant de la 4G, ce téléphone était doté de toutes les bandes 2G et 3G, donc la 900, la 2100. Et en concernant la 4G, seule la bande 28 manque, donc c'était la 700 MHz. En 2016, c'était la plus récente déployée par les opérateurs. Il se peut qu'à certains endroits, vous soyez en 2020 en manque de 4G. En ce qui me concerne, je n'ai eu aucun problème en Ile-de-France en comparaison d'autres téléphones possédant la bande 28. Donc, pour information, je dépends du réseau Orange. Au niveau des capteurs, ce téléphone dispose en haut, juste ici, d'un capteur de luminosité et d'un capteur de proximité. Il possède également un accéléromètre et un gyroscope, ce qui me permet de pouvoir utiliser dans les jeux les fonctions de rotation au maximum de leurs possibilités. Et il dispose également d'une boussole pour aider à l'utilisation des applications de localisation, par exemple. Le capteur d'empreinte, lui, est situé à l'arrière du téléphone. Sa forme était plutôt originale, puisqu'on était plutôt habitué à des capteurs d'empreinte ronds. Donc celui-ci sortait un petit peu de la norme, et puis il était aussi brillant que le reste du téléphone. Donc autant vous dire que c'était un aimant à empreinte, et hop, une chute en direct, c'est incroyable. Et si je vous fais un petit test en direct, normalement ça ne devrait pas marcher, mais on va essayer quand même. Hein. Incroyable, ça marche. Donc ce que je peux dire, c'est que ce capteur d'empreinte est plutôt lent, dans le sens où il est plus proche de la seconde au niveau du temps de réaction et d'allumage de l'écran. Mais en tout cas, en termes de fiabilité, j'ai jamais eu aucun souci. Généralement, on était proche du 9 sur 10 ou du 10 sur 10 quand j'ai fait des tests. Vous voyez, 9 sur 10, hein, comme quoi il faut pas être forcément trop, on va dire, plein d'espoir. Après, ce qui était aussi assez bien, c'est qu'on peut mettre toutes les parties de son doigt si on l'a bien enregistré. C'est ce que je fais actuellement. Là, hop, on va mettre plutôt la pointe. Voilà, là, si on met plutôt le bas du doigt, pareil. Donc vraiment aucun souci par rapport à ce capteur d'empreinte. Il est aussi fiable que ceux qu'on utilise en 2020, mais il est un peu moins rapide, c'est clair. Et puis comme maintenant on l'a dans l'écran, il prend aussi de la place qui pourrait être utilisé pour un beau design. Une LED de notification RGB est présente dans le coin supérieur gauche du téléphone, donc juste ici. C'est pratique quand on reçoit un message ou un mail, mais c'est beaucoup moins pratique, et ça je l'avais oublié parce qu'on en a plus beaucoup de nos jours, quand le téléphone est dans les 20 derniers pourcents où vous aurez un flash rouge en permanence dans le coin de votre œil. Donc pour ceux qui n'aiment pas ce genre de choses, elle est désactivable dans les options. Ce qui n'est pas toujours quelque chose de donné avec les téléphones sous Android stock. Il faut juste que je me rappelle où c'est, ça va être dans l'affichage, voilà, voyant d'elle. Ce qui est dommage, c'est qu'il me semble que sur le Zenfone 2, on pouvait personnaliser le voyant. Là maintenant, on peut plus, donc on peut juste activer ou désactiver. Ok, très bien. Mais voilà, pour ceux qui aiment ce genre de choses, la LED de notification est présente. Personnellement, j'aime ça, sauf quand elle me flash dans les yeux à 20% et moins. Un accessoire qu'on ne voyait que peu en 2016 et qu'on voit encore rarement en 2020, c'était l'ajout, à côté de l'appareil photo à sa gauche, d'un télémètre laser. Ce petit gadget permet d'assister la mise au point de la caméra arrière, mais aussi d'être exploité dans une application de mètre laser d'Asus. Dans l'usage principal, son efficacité semble être au rendez-vous, puisque globalement ce téléphone est toujours assez bon en termes de mise au point. Pour l'usage en mètre laser, ça relève selon moi, et je l'ai essayé sérieusement en jugeant son potentiel, ça me semble être complètement un gimmick, donc c'est dans le dossier Asus règle laser. Typiquement, je l'ai essayé avec ce truc là, j'ai posé le téléphone, hop, à une distance juste devant moi, j'ai un placard. Peut-être que ici ça a marché, que j'aurais juste en tort. 42 cm 1, 42 cm 5, vous voyez. Je suis posé sur une table, sur un trépied. Donc là, je suis vraiment au maximum de la stabilité. Et encore, là, je suis sur une marge d'erreur plutôt sympathique. Mais des fois, j'avais entre 2 et 3 cm. Donc autant vous dire que Asus a ajouté cette fonctionnalité, enfin cette petite application pour pouvoir exploiter au maximum le capteur. C'est tout à leur honneur, mais honnêtement,
c'est complètement du gimmick. Et pour tout usage professionnel, je ne l'utiliserai pas. Sachant qu'en plus, à moins de 10 cm, le téléphone ne veut pas vous donner de mesure. Il vous marque inférieur à 10 cm. Donc voilà, autant vous dire que ça relève du gimmick. Pour un usage professionnel, je ne l'utiliserai absolument pas. Et même pour du personnel, ça peut être bien pour estimer des choses, mais vraiment pas pour plus que ça. Bref, utilité limitée, mais je salue l'effort d'avoir voulu ajouter une fonctionnalité supplémentaire. Bref, au niveau de la connectivité des capteurs, pas de réel défaut à déployer sur ce téléphone. Même en 2020. La bande 28, certes, elle n'est pas présente, mais elle n'était qu'à ses débuts en 2016, et le NFC était plutôt réservé aux gammes supérieures. Donc vraiment, il disposait de toutes les technologies de l'époque, et je pense qu'encore aujourd'hui, il n'y a aucun réel manque à déplorer. La qualité photo du Zenfone 3 tient toujours la route aujourd'hui. L'appareil manque clairement de piqué en comparaison des modèles plus récents, donc des modèles de toute marque, plus récents, mais la colorimétrie sort souvent juste dans de bonnes conditions de luminosité. Par contre, en conditions plus difficiles, c'est là où on se rappelait que c'était un téléphone milieu de gamme, ce sera plus compliqué de sortir une photo avec des couleurs réalistes et une saturation qui soit bonne. En basse luminosité, l'appareil est surprenamment intelligent et règle son ouverture de manière adéquate pour pouvoir sortir un cliché qui propose une luminosité proche de la réalité, bien que la qualité ne soit qu'au mieux complètement médiocre. Le mode basse luminosité est toujours présent dans les modes proposés par Asus dans leur appareil photo de base. Cela baisse la qualité de l'appareil photo à 3 mégapixels, mais ça permet de vous proposer un cliché le plus lumineux possible et ça marche toujours de manière honorable comme vous pouvez le voir actuellement. Pour les photos à objets avec faible distance, le flash sera se rendre. Bref, j'ai clairement ressenti le recul en utilisant de nouveau ce téléphone, mais j'ai réussi à sortir des photos plus que correctes, notamment pour mes usages sociaux. En vidéo, les performances sont correctes, sachant que ce téléphone supporte la 1080p, mais aussi la vidéo en 4K. La gestion de l'exposition n'est pas trop capricieuse, la stabilisation est particulièrement bonne pour des vidéos prises depuis une main. On peut regretter la mise au point qui a tendance à papillonner, donc c'est peut-être là où le laser joue son rôle un peu trop bien parce qu'il cherche la mise au point trop souvent. Et le micro est de qualité tout à fait correcte. Bref, avec cet Asus Zenfone 3, on a les performances d'un appareil milieu de gamme qui a plusieurs années, c'est clair. Ne vous attendez pas à un excellent résultat en photo et en vidéo, mais à quelque chose de tout à fait regardable sur un smartphone et même sur un grand écran. Oh Naya, viens. En ce qui concerne l'autonomie, ce téléphone possède une batterie de 3000 mAh et l'Asus Zenfone 3 propose une autonomie qui peut paraître dans la moyenne de nos jours, puisque la SoC en 2020 ont continué à progresser sur l'efficacité énergétique, mais on est entre 6h et 7h, 7h30 pour une utilisation mixte, plutôt tournée vers le streaming vidéo et audio, l'utilisation des réseaux sociaux et un peu de jeu. Même en utilisant beaucoup sur cet usage, vous devrez réussir à aller au bout de votre journée sans souci. Et d'ailleurs, j'ai été surpris à quel point ce téléphone était bon en autonomie, puisque je l'avais complètement oublié. Ce test d'autonomie a été réalisé avec le mode performance enclenché, parce que quand vous allez dans les paramètres d'Asus, vous avez plusieurs modes de performance disponibles, donc moi j'ai toujours mis le mode le plus performant, donc pas forcément celui qui va vous apporter la meilleure autonomie, ce qui veut dire qu'il est sûrement possible de faire mieux en utilisant les modes moins agressifs avec parcimonie. Ce téléphone était donc dans la bonne moyenne au niveau autonomie, et il est encore correct aujourd'hui. Parlons maintenant des performances, et c'est là où la vidéo va devenir un peu plus interactive avec quelque chose devant vous. Pour un usage plutôt classique autour des réseaux sociaux et des applications textuelles, le téléphone est toujours bien assez performant pour les gérer sans aucun souci, avec des temps de chargement tout à fait corrects. Bon, c'est pas hyper rapide, mais vous ne lancerez pas votre application et vous irez vous faire un café en attendant, clairement pas. Pour les jeux, c'est clairement là où le Snapdragon 625, que j'ai adoré comme SoC quand je l'ai découvert en 2016, fait quelques concessions au nom de l'efficacité énergétique. Donc pour tous les jeux 2D, il n'y a pas trop de soucis à se faire, ça devrait marcher sans aucun souci. Pour les jeux 3D assez légers, pas de problème non plus, ça devrait encore plutôt bien marcher. Mais dès qu'on rentre sur des jeux assez intensifs au niveau du graphisme, il va clairement falloir baisser les détails plus bas que le maximum. Ça devrait passer, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes avec un peu d'ajustement, mais ce ne sera pas la meilleure expérience possible. Ce téléphone n'était pas fait pour être un monstre de performance, mais un téléphone équilibré entre bonne autonomie et performance correcte, et globalement, c'est toujours le cas en 2020. Signe que l'évolution des SoC mobiles va moins vite ces dernières années. Ce téléphone est toujours adéquat au niveau de ses performances brutes, mais il montre ses limites quand on l'utilise au maximum.
Ouhouhou. Bon, c'est trop de succès, là, je vais m'arrêter là. Donc voilà, en ce qui concerne les jeux, j'ai terminé sur un magnifique headshot que je n'ai jamais réalisé avant, donc première mondiale pour vous sur cette chaîne, et je vous laisse avec quelques captures de benchmark pour finir cette partie performance. Comme ça, vous pourrez comparer votre téléphone à celui-ci. Au niveau du logiciel, ce téléphone tourne sous Android 8.0 avec le correctif de sécurité du 1er juillet 2018. Cela fait donc 2 ans que ce téléphone ne reçoit plus de mise à jour de sécurité et l'abandon logiciel est total après le support de 2 mises à jour majeures, ce qui est normalement le minimum quand on utilise Android sur un téléphone. À part quelques bugs de lanceur qui parfois, et encore là c'est pas arrivé donc tant mieux, il lui est arrivé de crasher lors de l'ouverture d'application, la ROM de ce Zenfone 3 est globalement très stable. Donc le seul problème que j'ai rencontré c'est le lanceur qui des fois crash, et ça peut être solutionné en utilisant un lanceur alternatif si notamment vous n'avez pas le lanceur d'Asus qui dispose lui d'un tiroir d'application. Néanmoins c'est quand même dommage d'arrêter ce bug sur un téléphone en fin de vie logicielle. La surcouche d'Asus s'est bien allégée avec le temps. Il reste quelques applications utilitaires qui sont notamment dans un petit dossier ici, donc les applications calculatrices, horloge, magnétophone, la règle laser qu'on a vu tout à l'heure, les forums d'Asus, la météo. On a aussi, dans sur le premier écran, la galerie, le gestionnaire de fichiers qui n'est pas inclus de base en Android, et le fameux gestionnaire mobile où vous pouvez ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, utiliser différents modes de batterie. Et celui que j'utilisais pour mes tests, c'est le mode de performance. Donc il vous donne des estimations, mais vous pouvez avoir plus d'autonomie que ce téléphone, je pense, en utilisant les modes de performance moins élevés, au détriment bien évidemment des performances. C'est aussi ici que vous pourrez gérer les notifications, le nettoyage de la RAM, ce qui n'est pas très utile parce que normalement Android gère ça de manière plutôt intelligente, et personnellement j'ai plutôt tendance à lui laisser ça puisqu'il le fait plutôt bien, et tout ce qui va être autour de la sécurité et des autorisations. Ce sont des choses qui étaient déjà présentes sur le Zenfone 2, donc j'ai été plutôt habitué. Un thème différent d'Android stock est toujours disponible pour le centre des notifications et la partie de réglage rapide. C'est également le cas dans les paramètres comme vous avez pu le voir, avec ce blanc ici avec les icônes de la surcouche d'Asus, et le fond d'écran par défaut qui est en fait une reproduction du dos du téléphone. Et vous avez toutes les couleurs des Asus Zenfone 3. On peut également noter un gestionnaire de thème disponible directement sur le lanceur, et dans les paramètres aussi, ce qui permet de pouvoir donner un look complètement différent à notre téléphone si on en a envie. Donc par exemple j'avais téléchargé quelques thèmes pour essayer. Si on met le thème One Word, ici, donc il y a des thèmes gratuits et des thèmes payants. Je vois pas l'intérêt de payer des thèmes, surtout comme ça pour essayer, donc j'ai pris des thèmes gratuits. Et comme vous allez le voir progressivement, les icônes changent, le fond d'écran va changer, voilà. Et le centre de notification, pareil, prend la couleur du thème. Je sais plus si c'est aussi le cas pour les paramètres. Oui, les paramètres aussi. Donc ce thème-là, par exemple, il laisse un peu à désirer niveau esthétique, parce que ce bleu comme ça, c'est pas forcément le choix de design que j'aurais fait. Néanmoins, vous avez un petit thème qui peut permettre de pouvoir utiliser des thèmes d'Asus. Il me semble qu'il y aura aussi des thèmes qui ne sont pas faits par Asus. Je sais plus, je vais en essayer ou pas. Bah, typiquement, je pense que celui-là, c'est pas Asus qui l'a fait. Il y a marqué Asus, donc je sais pas. Donc peut-être qu'il y a des développeurs tiers qui s'est amusés à faire des thèmes. Il y a des thèmes payants aussi. Personnellement, j'utiliserai que les thèmes gratuits et par défaut, le thème qu'il y a à l'origine, celui de Zen UI, me va tout à fait bien. Même si j'aurais pu changer le fond d'écran, ce que je fais régulièrement sur mes téléphones. J'ai aussi remarqué dans la gestion des captures d'écran, ce qui est notamment utile quand je capture mes résultats de batterie de fin de journée, il y a dans Zen UI quelque chose qui est ajouté, qui j'ai souvent vu chez Xiaomi, c'est l'ajout de la capture d'écran longue. C'est pas de pouvoir prendre des captures d'écran de plus que la taille d'un écran. Donc c'est très pratique pour moi quand je fais mes captures longues. C'est aussi pratique quand j'ai envoyé des longs morceaux de texte, notamment
par les outils de message, un Messenger, WhatsApp et compagnie. Hein. C'est une fonction que j'apprécie et utilise énormément, et j'étais surpris de la retrouver sur ce téléphone. Bref, en résumé, la surcouche avait subi un allègement entre le Zenfone 2 et le Zenfone 3, et de ce que j'ai pu en voir et en utiliser niveau expérience utilisateur, je n'ai eu aucun souci durant mon utilisation passée en 2016 et durant mon utilisation actuelle en 2020. Il n'y a pas de ralentissement étrange, pas de souci de RAM avec ces 4 Go qui sont à disposition, donc ce téléphone était quand même déjà bien doté. Seul ce souci de crash de lanceur semble avoir été laissé à l'abandon, ce qui est un peu dommage. Au niveau bidouillage possible sur ce téléphone, j'ai découvert qu'il y avait une ROM LineageOS 16.0 officielle qui était disponible. Donc pour ceux qui ne connaissent pas LineageOS mais qui ont déjà entendu parler de CyanogenMod, c'est tout simplement un petit peu le successeur de CyanogenMod au moment où celui-ci a été laissé à l'abandon et arrêté. Ça permet à des téléphones, notamment avec des expériences utilisateurs soit un peu lourdes, donc si on reprend les Samsung il y a quelques années, même si maintenant c'est beaucoup mieux, ou toutes les surcouches très lourdes qu'on a pu avoir, CyanogenMod et maintenant LineageOS permettaient d'avoir une robe Android stock sur laquelle on pouvait choisir le pack d'applications Google qu'on voulait, donc que ce soit du Pico avec les applications minimales telles juste le Play Store, au pack les plus gros avec Google+, par exemple, bien évidemment, c'était très utile sur le téléphone, n'est-ce pas? Donc il est possible, officieusement, de l'upgrader avec un peu de patience et de bidouillage, notamment avec le root du téléphone, vers Android 9 sur une version d'Android encore plus clean que la surcouche Asus Zen UI. Je n'ai pas essayé d'installer cet OS ou de router ce téléphone, néanmoins, je laisse ça à votre jugement. Si cela vous intéresse et que ça intéresse assez de monde dans les commentaires, je pourrais vous faire une vidéo où j'essaye cette ROM alternative sur ce téléphone. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près tout le tour, il est l'heure du bilan. Si ce téléphone sortait à 150 € en 2020 avec Android 10, je pense que je n'aurais aucun problème à vous le recommander. Cependant, ce téléphone est l'exemple parfait du monde dans lequel nous vivons, où nous renouvelons notre matériel high-tech, non pas forcément pour un problème d'obsolescence programmée matérielle, mais plutôt d'obsolescence programmée logicielle. Certes, ce téléphone est toujours utilisable en 2020, les applications sont toujours téléchargeables sur le Play Store, les applications et les jeux se lancent sans souci, même s'il faut revoir à la baisse les graphiques sur les jeux les plus demandeurs. Cependant, la sécurité est un point important sur un smartphone, et la fin du support logiciel pour ce téléphone le rend tout à fait vulnérable. Le bon sens me fait dire que le risque d'infection sur cet appareil reste faible, cependant il n'est absolument pas ignorable, et une application malicieuse téléchargée sur le Play Store volontairement ou non, peut transformer ce téléphone en un presse-papier tout à fait irrécupérable. Bref, ce coup de gueule n'est pas forcément tourné vers Asus, mais vers l'industrie du téléphone et même plus globalement de la high-tech tout entière. Je comprends tout à fait que vous coupiez le support logiciel après 2 voire 3 ans pour les plus sympas, parce que vous voulez nous faire racheter une nouvelle machine et recréer du chiffre d'affaires pour vous. C'est sûr, avoir un téléphone qui soit encore meilleur, c'est génial. Cependant, pour l'avoir utilisé un peu plus d'une semaine en 2020, si ce téléphone était encore supporté sous Android 10, je n'aurais aucun problème à l'utiliser comme téléphone au quotidien pour mon utilisation. Ses performances me suffisent largement puisque je ne joue plus que très peu sur smartphone depuis environ 2018. L'appareil photo, comme je me sers des photos essentiellement pour les réseaux sociaux, la qualité correcte mais sans plus de ce téléphone me suffit amplement. Les 6 à 7 heures d'autonomie me suffisent aussi largement pour pouvoir aller au bout de mes journées les plus intensives. Et en prime, la surcouche d'Asus qui a été allégée entre le Zenfone 2 et le Zenfone 3 ne me dérange absolument pas. Sachant qu'en plus j'ai utilisé beaucoup de téléphones Xiaomi ces dernières années, autant vous dire que les téléphones surcouchés assez largement, ça ne me dérange pas, tant que ce n'est pas complètement buggé jusqu'à la moelle. Et Xiaomi de son côté a continué de s'améliorer grandement avec MIUI. C'est là où ironiquement les iPhones ont un avantage. Certes on paye 859 € le jour de sa sortie, mais en 2020 on dispose d'un téléphone qui est encore supporté sur la dernière version d'iOS. Et si vous vous demandez de quel smartphone je parle à ce moment-là, je parle de l'iPhone 6S. Oui, l'iPhone 6S qui est sorti en fin 2015 et qui tourne toujours sur la dernière version d'iOS, la 13.5.1, au moment où je tourne cette vidéo. Outre les précautions de sécurité que j'ai données et si vous êtes un utilisateur averti, est-ce que l'Asus Zenfone 3 peut tout de même être un téléphone utilisable en 2020? Là, on part plus dans votre responsabilité personnelle, sachant que je vous ai fait le disclaimer complet concernant la sécurité. Bien sûr que oui, si vous êtes un utilisateur qui n'utilise pas trop les jeux sur son smartphone, honnêtement, ce téléphone, si vous le récupérez pour une centaine d'euros dans un magasin de vente d'occasion ou sur internet, je pense que vous n'aurez aucun souci à l'utiliser au quotidien et qu'il vous suffira amplement. Bien évidemment, je ne vous le conseille pas comme nouveau téléphone neuf à l'achat pour les raisons d'obsolescence logicielle que je vous ai citées juste avant. Mais si vous souhaitez l'acquérir, je pense que vous n'aurez aucun souci à l'utiliser, et ce même 4 ans après sa sortie. Et c'est là où ça renforce encore plus le point de l'obsolescence logicielle, c'est que je peux comprendre il y a quelques années de ça, typiquement dans les années 2010-2015, que les téléphones changeaient assez régulièrement, puisque les évolutions allaient assez vite, et qu'on se retrouvait assez facilement d'un téléphone qui était au début près du haut de gamme, et qui se retrouvait au bout de 2-3 ans, soit limité par la puissance de son SoC, soit limité par sa quantité de RAM. Donc là, effectivement, les 2-3 ans de support logiciel se comprenaient. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ce téléphone, je suis sûr que si on revient dessus dans 2 ans, en 2022, il n'y aura aucun souci, il sera encore utilisable. Donc,
C'est là où je pense où les marques doivent vraiment investir. Honnêtement, j'aurais quasiment aucun souci à payer un téléphone plus cher si j'avais l'assurance d'avoir un support logiciel pendant 5, 6, 7 ans dessus et qu'il soit continu. Parce qu'en état, à part le rendre vulnérable, ce téléphone, c'est tout ce que le manque de support logiciel fait, puisqu'il fonctionne relativement bien. À part ce petit bug de lanceur qui semble avoir été laissé par Asus, c'est un peu dommage, mais ça peut toujours se régler par un lanceur alternatif. Donc voilà, c'est vraiment une petite frustration, ce téléphone, c'est complètement l'allégorie de l'obsolescence programmée du côté logiciel. C'est la fin de cette vidéo et de cette première vidéo de cette nouvelle série, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme c'est une première, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner des suggestions pour les futurs, sachant que normalement vous aurez déjà vu le sondage pour la prochaine vidéo qui sera postée avant celle-ci. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser comme d'habitude un gros like, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de cette série ou d'une autre. Allez, salut!